Bonjour chers élèves. Aujourd'hui je vous propose un cours sur le langage, comme promis. Le langage c'est une notion extrêmement complexe. Je ne vais pas vous le cacher. En un sens bien plus complexe que les notions de liberté, de conscience, même d'inconscient, etc. Pourquoi? J'ai envie de dire déjà que le langage c'est un fait premier pour l'homme. On pourrait commencer par le commencement, par le tout début de la Bible, qui est quand même, qui constitue un peu le fondement culturel de notre civilisation judéo-chrétienne. Dans Genèse, dans la Bible, il est question du langage. On en parle rarement finalement. On parle beaucoup du péché originel. Euh, on parle beaucoup d'autres moments clés de cette genèse, euh, mais on parle rarement du fait que la première grande faculté d'Adam, en fait, une fois qu'il est créé, c'est de pouvoir nommer les choses, nommer les êtres. Donc, donner leur nom à des choses et à des êtres. D'ailleurs, il y a une très belle chanson de Bob Dylan, euh, Man gave names to all the animals. Ah, je ne vais pas vous la chanter, je ne vous ferai pas cet outrage, mais si vous voulez, dans cette très belle chanson de Bob Dylan, qui est un immense chanteur, poète américain, d'ailleurs, qui a reçu le prix Nobel de littérature, ce qui était tout à fait exceptionnel pour un chanteur. Je crois que c'est la première fois qu'un chanteur a ce prix. Et bien, dans cette chanson de Bob Dylan, il y a cette idée que ce qui est premier chez l'homme, ce qui est premier, c'est pas le péché originel finalement. À la rigueur, on s'en fiche de ce péché originel qui nous enquiquine. Non, ce qui est premier, c'est de pouvoir parler en fait. C'est de pouvoir nommer les choses et les êtres. Donc la faculté du langage. Voilà, donc ça c'est un premier point tout à fait fondamental. Ce qui nous fonde, nous, êtres humains, et sans doute ce qui nous, on va le voir plus tard, avec Descartes par exemple, ce qui nous distingue des animaux, c'est cette capacité du langage, cette faculté du langage. Bien. Alors, il faut distinguer après différents concepts, et c'est là que ça se complique, si vous voulez. Euh, on va dire alors à peu près au début du XXe siècle, on a celui qu'on considère comme le fondateur de la linguistique moderne, qui est Ferdinand de Saussure, hein, début du XXe siècle. Et il a écrit un livre qui va faire date et qui est encore tout à fait utilisé et d'actualité, hein. Les concepts de Ferdinand de Saussure sont encore opérationnels. Et ce livre s'intitule Cours de linguistique générale. Alors, dans ce fameux cours de linguistique générale, Saussure distingue trois concepts. Et ça, c'est très très important. Il distingue langage, langue et parole. Langage, langue et parole. Alors, commençons par le langage. Alors, qu'est-ce que c'est que le langage? Le langage, en fait, c'est tout simplement une faculté, hein, une faculté inhérente à tout être humain et donc une faculté universelle. Donc c'est la faculté de parler en fait, tout simplement. Alors je ne sais pas si vous savez, vous avez peut-être vu ça en sciences de la vie, en biologie. euh, on sait aujourd'hui qu'il y a certaines parties du cerveau qui sont dédiées au langage. Par exemple, la célèbre aire de Broca, hein, qui est une partie de notre cerveau, euh, qui serait dédiée au langage. Vous voyez? Donc en fait, pour le dire très simplement, tout être humain, dès sa naissance, au niveau cérébral, a cette capacité de parler. Vous voyez? Donc le langage, c'est déjà la faculté de parler, la capacité de parler. Pourquoi les enfants apprennent si rapidement, et c'est toujours
toujours impressionnant, hein, l'apprentissage du langage. L'apprentissage d'une langue d'ailleurs, plutôt, pour être précis et pour respecter, si vous voulez, la distinction que fait Saussure. En fait, ils n'ont pas à apprendre les enfants n'apprennent pas la faculté du langage, ils l'ont la faculté du langage. Ils apprennent une langue, en fait, et ils apprennent à parler. D'accord? Donc, ils apprennent à faire usage de la parole. Alors donc, on va reprendre la distinction des concepts. Le langage, c'est tout simplement la faculté de parler, inhérente à tout être humain, universelle, et donc, comprenez bien cela, le langage est une faculté innée, donc parce que dès la naissance, tout être humain, tout enfant possède en lui cette faculté de parler, et puis très rapidement, hein, on va dire presque après 1 an, à l'âge de 2 ans, l'enfant va apprendre tous les jours un grand nombre de mots. C'est très impressionnant, hein, l'apprentissage d'une langue. Et donc l'enfant va, en apprenant une langue, euh, va, euh, va se mettre à parler. Et donc, deuxième concept, la langue. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Eh bien, une langue, pour Saussure, c'est un système de communication conventionnel et particulier, parce que autant la faculté du langage est universelle, propre à tout être humain, autant il y a un grand nombre de langues. Je crois que ça se compte selon les façons de compter les langues, il y a différents critères qui sont pris en compte. Il y a entre 3000 et plus de 6000, je crois, langues parlées sur notre planète. Donc c'est très impressionnant la variété des langues au sein de l'humanité. Vous voyez, donc la faculté du langage est unique, universelle, propre à chaque homme, mais les langues sont plurielles, nombreuses, et chacune obéit à une grammaire précise, donc à une logique. Parce que qui dit système, hein, Saussure nous parle de système, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, en ce sens, Ferdinand de Saussure est le créateur, le fondateur d'un grand courant de pensée qui s'appelle le structuralisme, hein, que va ensuite développer quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss, grand ethnologue français du XXe siècle. Donc qu'est-ce que c'est que le structuralisme? Le structuralisme considère que, par exemple, en ce qui concerne une langue, c'est un système qui obéit à une logique, hein. C'est-à-dire que tous les éléments du système interagissent entre eux de manière cohérente et logique, hein. On ne conjugue pas un verbe n'importe comment, on ne construit pas une phrase n'importe comment, il y a une syntaxe, hein, ce qu'on appelle la syntaxe, la grammaire, etc. Et donc, chaque langue obéit à une logique propre, hein. C'est un système logique, une langue. D'accord? Voilà. Donc, vous voyez, langage, faculté, innée, langue, donc la langue est apprise par l'enfant. Et d'ailleurs, on peut apprendre plusieurs langues. On peut être bilingue, trilingue, etc. Donc, la langue, elle, en revanche, est acquise. Vous voyez, le langage est une faculté innée, la langue est un fait culturel, euh, et donc la langue est acquise. Et d'ailleurs, je viens de vous parler de Claude Lévi-Strauss, grand ethnologue français, qui dit à propos du langage proprement humain, hein, que c'est le fait culturel par excellence. Le fait culturel par excellence. Euh, donc, qu'est-ce que ça signifie? Tout à l'heure, je parlais de la distinction entre l'homme et l'animal. Vous savez, pendant très longtemps, pendant des années et des années, en philosophie, on devait travailler sur la distinction entre nature et culture, qui est hautement problématique d'ailleurs, cette distinction. Bon, on va pas la travailler maintenant. Mais à propos de la faculté du langage, c'est vrai que l'une des grandes questions qui se posent, c'est la suivante. Le langage est-il le propre de l'homme? Alors, bien sûr, on pourrait répondre tout de suite non, puisque on sait que certains animaux ont en quelque sorte une faculté de langage. Prenons par exemple les abeilles, tout simplement, hein. On parle par exemple de la célèbre danse des abeilles. Vous savez peut-être que
les abeilles sont capables, alors en volant, en formant une espèce de 8 comme ça, en volant, en dessinant une espèce de 8 dans les airs, eh bien elles indiquent ainsi la direction d'un lieu où se trouvent des fleurs, donc du pollen, donc un lieu de récolte possible de pollen. Elles indiquent j'allais dire à leurs consoeurs abeilles qui sont dans la ruche, quelle direction prendre pour trouver ces fleurs. Donc, ces 8 que dessinent les abeilles en dansant, comme ça, on appelle ça la danse des abeilles, c'est très joli. Ce 8 que les abeilles forment en dansant pour indiquer une direction, est-ce un langage? Eh bien oui, en un sens, c'est un langage, puisque on transmet une information avec, avec un geste finalement. Ça fait penser d'ailleurs à la langue des signes des sourds et muets. On pourrait multiplier les exemples de formes de langage chez les oiseaux, chez beaucoup de mammifères, chez les dauphins. On pense au chant des baleines, etc. Donc oui, effectivement, tout se passe comme s'il y avait un langage proprement animal. Mais beaucoup de penseurs vont quand même faire une distinction très nette entre cette forme de langage animal et le langage proprement humain. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Donc, autre problématique, euh, c'est le lien entre le langage et la pensée. Euh, alors, bon, vous verrez dans le cours écrit que je vais vous envoyer tout à l'heure par mail, il y a ces questions qui se posent là, à la fin de mon introduction, je vais vous les lire, hein. Le langage est-il une condition euh, nécessaire de la pensée? La pensée est-elle indissociable de son expression verbale? La pensée peut-elle se passer de mots, hein? Voilà. Alors, pour le dire autrement, y a-t-il de l'ineffable, hein? C'est-à-dire, ou alors, on pourrait encore le formuler autrement, est-il possible que nous ayons des pensées que nous ne pourrions pas exprimer avec des mots, hein? Vous savez, des fois, on cherche nos mots. On a la pensée, mais on n'a pas les mots. Alors, c'est un vrai débat, ça. Est-ce qu'on a vraiment la pensée? Et donc, effectivement, on ne possède pas les mots pour exprimer cette pensée. Ou bien, est-ce que c'est ce que dira Hegel, on va le voir dans un petit moment. Hegel nous dit finalement, ce qui ne peut s'exprimer avec des mots, c'est tout simplement une pensée obscure. C'est une pensée qui n'est pas encore vraiment claire. Voilà pourquoi on ne peut pas l'exprimer avec des mots. Alors, vous voyez, c'est un débat, ça, hein, et on va le voir dans un moment. Alors, vous avez vu, il y a trois parties dans ce cours. Grand 1, la pensée et langage. Grand 2, la pensée ne peut être réduite à son expression verbale. On va cheminer un peu avec Henri Bergson, hein, dans cette partie. Et puis, grand 3, les limites du langage correspondent aux limites de la pensée. Et là, on cheminera avec un grand philosophe que j'aime beaucoup du XXe siècle qui s'appelle Wittgenstein. Alors, d'abord, la pensée et le langage. Bon, le premier, je dirais, qui nous vient à l'esprit, le premier philosophe qui nous vient à l'esprit pour cette thèse, c'est René Descartes, évidemment. Alors René Descartes, bon, il est assez connu pour cette position concernant le langage. On a plusieurs textes de Descartes sur cette question du langage. On a une fameuse lettre au marquis de Newcastle, pardonnez le mauvais accent anglais, et puis un passage, un extrait dans la cinquième partie du discours de la méthode de Descartes. Bon, alors quelle est la thèse de Descartes? Elle est très simple, elle est très simple. Euh, bon, déjà, premièrement, pour Descartes, penser et parler, c'est strictement la même chose, hein. Penser et parler, c'est la même chose. Donc, alors, du coup, question, peut-on parler d'un langage animal selon Descartes? Eh bien non, les animaux ne parlent pas, non pas à proprement parler de langage. Pourquoi? Mais parce que les animaux ne pensent pas.
pour Descartes. Les animaux ne pensent pas, hein. Vous savez, c'est la fameuse, alors ça, je vous renvoie au cours sur la conscience, le fameux cogito de Descartes, hein. Euh, les animaux ne sont pas doués d'âme, de conscience. Ils sont plus, ils relèvent plus, d'ailleurs, en un sens, pour Descartes, du corps machine, c'est-à-dire, voilà, les animaux obéissent à leur instinct, à leurs instincts, donc ils réagissent de manière mécanique. Alors, vous savez, il y a cette sinistre expérience de l'un des disciples de Descartes, Malebranche. Vous savez que Malebranche, quand on y pense, quel imbécile, mais bon, bref, hein, les philosophes sont pas forcément très intelligents, paradoxalement. Malebranche qui s'est amusé à donner un coup de pied à un chien pour prouver que le chien allait mécaniquement, automatiquement, se mettre à aboyer pour exprimer sa douleur. Donc, selon lui, c'était la preuve que l'animal était une machine, en gros, hein, une machine sans âme, comme l'a affirmé en un sens René Descartes. Bon, ce qui est proprement abominable comme expérience pseudo-philosophique. Bref, donc l'animal ne parle pas, selon Descartes, parce que il ne pense pas, hein. Voilà, alors je vous renvoie aussi à, le fameux dualisme des substances, hein, res cogitans, chose pensante, res extensa, chose étendue, donc la matière. Bon, donc c'est pour cette raison que seul l'être humain, l'homme, est doué de cette faculté de parler parce qu'il est doué de la faculté de penser. Vous voyez, c'est très, très simple finalement à comprendre. Alors, petite critique déjà qu'on peut faire de cette théorie de Descartes. Déjà, pourquoi dissocier la pensée du corps? Je vous ai sans doute parlé d'un grand neurobiologiste américain contemporain, Antonio Damasio, qui, dans son livre intitulé de manière ironique un peu, hein, et piquante, l'erreur de Descartes, eh bien Damasio dit dans ce livre passionnant que Descartes s'est planté, que la pensée est un processus physique, biologique. Et donc, en ce sens, la pensée est indissociable de nos émotions, de nos sentiments, hein. La pensée n'est pas quelque chose, n'est pas une substance éthérée, pure, totalement distincte du corps, hein. La pensée est corporelle, la pensée est traversée en permanence d'émotions, et même elle est en quelque sorte impulsée par des émotions, par des sentiments, hein. Donc, contrairement à ce que pensait Descartes, la pensée est éminemment physique, biologique. Voilà. Donc, c'est pas un argument très puissant de dire que les animaux ne seraient pas doués de langage parce qu'ils ne sont pas doués de pensée. Euh, Parce que déjà, on peut affirmer contre Descartes que les animaux ont une forme de pensée, enfin une forme, en tout cas, de conscience. Et puis, si on considère que pensée et langage sont indissociables, eh bien, et si on considère également avec Damasio que la pensée et les émotions ont un lien, on pourrait considérer qu'en un sens, les animaux ont tout à fait la capacité de s'exprimer, d'exprimer des émotions, pourquoi pas des idées même, à leur manière. Bien. Alors, donc, contrairement à alors Descartes nous dit que et en cela, d'ailleurs, il s'opposait à Montaigne. Il s'opposait à Montaigne. Vous savez que Montaigne considérait qu'il n'y avait qu'une différence de degré entre l'homme et l'animal en termes d'intelligence, hein, et non pas une différence de nature. Ce point est fondamental, parce que pour Descartes, ce n'est pas une différence de degré qu'il y a entre l'homme et l'animal, c'est une différence de nature. D'accord? L'homme est doué de penser, l'animal n'est pas doué de penser. Donc l'homme est doué de la faculté de langage et l'animal, du coup, n'est pas doué de la faculté de langage. Bon, alors, c'est un peu comme on faisait au Moyen Âge, avec la scolastique, un débattre du sexe des anges. Bon, euh,
finalement, j'ai envie de dire que c'est un faux problème de se demander si l'animal peut parler ou pas, s'il est doué de langage ou pas. C'est pas notre, je dirais, notre problème fondamental là, en philosophie, par rapport à la question du langage. En revanche, il y a une autre question qui est beaucoup plus intéressante, il me semble, et qui est abordée par un philosophe allemand du 19e siècle, dont je vous ai déjà parlé tout récemment euh, dans le cours sur la politique, Hegel. Alors Hegel dans son livre Philosophie de l'esprit, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, vouloir penser sans les mots, c'est une tentative insensée. Alors ça, c'est très intéressant. Parce que, en un sens, oui, il reprend l'idée de Descartes, hein, pas de pensée, pas de langage, hein, pas de pensée, pas de langage, pas de parole, en fait. Hein. Mais si vous voulez, Hegel ne s'intéresse pas à la distinction entre l'homme et l'animal. Surtout, il s'intéresse au lien qui existe, ou pas, on va voir, c'est un sujet, un débat philosophique, le lien qui existe entre la pensée et la parole. Hein. Est-ce que la pensée est indissociable de la parole? Hein. Donc je redis, hein, pas de mots, pas de paroles sans pensée, et même l'inverse serait vrai, hein, pas de pensée sans parole, voyez, sans mots, hein, il y aurait une espèce de réciprocité parfaite. Voilà. Alors, quelle est l'idée de Hegel? Si vous voulez, Hegel s'oppose à l'idée qu'il y aurait une pensée ineffable, une pensée indicible, voyez, une pensée qui ne pourrait pas se dire avec des mots. Mhm. Vous comprenez? Donc, alors, je vous lis Hegel. Hein. La citation est dans le cours que je vais vous envoyer. Hein. Alors, on croit ordinairement, il est vrai, que ce qu'il y a de plus haut, pardon, ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable. Ah, je reprends la phrase. On croit ordinairement, il est vrai, que ce qu'il y a de plus haut, c'est l'ineffable. Mais c'est là une opinion superficielle et sans fondement, car en réalité, l'ineffable, c'est la pensée obscure, la pensée à l'état de fermentation, et qui ne devient claire que lorsqu'elle trouve le mot. Vous voyez, c'est très clair, cette phrase est très claire. Vous voyez, pour Hegel, il est absolument évident qu'il n'y a de pensée claire, intelligible, qu'à la condition que cette pensée soit exprimée avec des mots. Euh, Si on ne trouve pas les mots pour dire ce que l'on pense, c'est tout simplement parce que notre pensée est encore obscure. Alors, il emploie d'ailleurs cette expression, la pensée à l'état de fermentation. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire une pensée en puissance, une pensée en germe. Vous voyez? Mais pas encore vraiment explicite. Vous voyez? Pas encore vraiment développée, arrivée à son terme. D'accord? Voilà. Alors, Hegel reconnaît que l'homme peut se payer de mots, c'est-à-dire que l'homme peut parler pour ne rien dire. Il y en a beaucoup d'ailleurs hein, qui parlent pour ne rien dire. Certains hommes politiques, bref, je ferme la parenthèse. Mais cela, c'est surtout la preuve pour lui d'une pensée imparfaite, indéterminée et vide, hein, je le cite, mais euh, pas la preuve qu'une pensée claire et indépendante des mots pourrait toutefois être difficilement exprimable. D'accord? Donc, alors, objection, votre honneur, on pourrait objecter à Hegel quand même qu'il nous semble parfois que nous manquons de mots pour exprimer une chose qui nous paraît claire. Voyez. D'ailleurs, d'où bien souvent les incompréhensions entre les êtres. Vous savez, hein, le fameux tu me comprends pas, tu ne comprends pas ce que je te dis,
bah, si, je comprends très bien. Bah non, tu ne comprends pas. Vous voyez, tous ces malentendus, c'est le cas de le dire, un malentendu, c'est-à-dire qu'on entend mal ce que l'autre dit. On met ça sur le compte d'un mésusage de la langue ou des mots. C'est-à-dire que, bon, ou alors que voilà, l'autre est bête comme ses pieds. Je sais pas, on trouve toujours des excuses hein, à ce problème de la confusion dans la communication. Mais si on va du côté de Hegel, on pourrait dire que si l'autre ne nous comprend pas, c'est parce que notre pensée est peut-être encore confuse et qu'on croit être très clair en l'exprimant, hein, l'orgueil aidant, vous voyez, hein, on croit que ce qu'on dit est très clair, alors qu'en réalité, on est en train d'exprimer une pensée qui n'est pas si claire que cela. Et l'autre nous renvoie, en nous disant qu'il ne nous comprend pas, il nous renvoie ce manque de clarté, alors qu'on est convaincu d'être très clair, etc., etc. Donc, dans ce sens-là, Hegel aurait totalement raison. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on n'arrive pas à exprimer avec des mots, ce serait juste une pensée confuse, une pensée pas encore très développée. Mais à l'inverse, et on va voir ça maintenant avec Bergson, on peut soutenir la thèse opposée et considérer qu'il y a réellement, sinon de l'ineffable, de l'indicible. Ineffable, ça veut dire indicible, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Sinon donc de l'ineffable ou de l'indicible, euh, au moins euh, des idées ou des sentiments ou des émotions qui seraient difficiles à exprimer avec des mots. Vous voyez? Euh, donc, vous voyez la subtilité, c'est très, je vous ai averti, hein, la notion de langage est très complexe quand on y regarde de près. Hein. Parce que là, vous voyez, on est en train d'examiner le lien entre la pensée et le langage. Hein. Bon. La pensée peut-elle se passer de mots finalement? Vous voyez? Ou les mots ne sont-ils qu'un outil au service de la pensée? Ou bien les mots sont-ils, enfin les phrases, le langage en lui-même s'identifie-t-il, pardon, à la pensée? Vous voyez la subtilité de la chose. Alors, qu'est-ce que nous dit Bergson? Bergson, il nous dit, je vous le cite, hein, la pensée demeure incommensurable avec le langage. Je répète, la pensée demeure incommensurable avec le langage. Ça veut dire que on ne peut pas identifier pensée et langage. Vous voyez, alors lui, il prend le contre-pied total de Hegel, Bergson. C'est vraiment l'antithèse. On ne peut pas identifier pensée et langage. Hein. Bergson, clairement, dissocie, différencie, distingue pensée et langage. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, en fait, la fonction du langage, ce sont ces mots, hein, la fonction du langage est de coller des étiquettes sur les choses et les êtres. Et ces choses et ces êtres sont considérés comme autant d'éléments qui constituent le monde extérieur et même notre monde intérieur, c'est-à-dire nos sentiments, nos états d'âme. Vous voyez, on va mettre des mots, par exemple, sur ce que l'on ressent. Je suis en colère, parce que je ressens quelque chose qui est de l'ordre de la colère. Je suis gai, je suis joyeux, je suis amoureux, je suis triste, etc. etc. Donc, pour Bergson, les mots, tristesse, colère, amour, ces mots-là sont des étiquettes qu'on colle sur des états d'âme. Ou alors, chaise, bureau, imprimante, ordinateur, eh bien ce sont des mots qu'on colle sur des choses auxquelles ces mots correspondent. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous parlais de Ferdinand de Saussure tout à l'heure. Saussure, donc, fait bien une différence, une distinction entre signifiant et signifié. Hein. Alors, le signifiant, c'est le mot. Hein. Il parle d'image acoustique d'ailleurs, hein, vous voyez, donc
C'est joli comme expression, image acoustique, hein. Le mot, c'est quelque chose que l'on voit quand on le lit, hein, mais qu'on entend quand il est prononcé, hein, une image acoustique. Voilà. Donc ça, c'est le signifiant. Et le signifié, c'est l'être ou la chose auquel correspond ce signifiant. Vous voyez, vous avez le mot chaise, donc là on l'écrit C-H-A-I-S-E, chaise, le mot chaise, et puis vous entendez, hein, phonétiquement vous entendez chaise, eh bien que ce soit le mot écrit avec les lettres C-H-A-I-S-E ou le mot, le son chaise, eh bien cela c'est le signifiant. D'ailleurs, entre parenthèses, signifiant totalement conventionnel, d'accord, hein, inventé, conventionnel, créé par l'homme lui-même. Hein. Pourquoi on a décidé d'appeler cette chose chaise? Alors ça, voilà, hein. Pourquoi on a donné ces mots-là, on a attribué ces mots-là à ces choses-là? Ben, c'est totalement conventionnel, c'est une convention, c'est en ce sens d'ailleurs que la langue est définie comme un système conventionnel. Et puis alors après, il y a le signifié. Le signifié, c'est la chose elle-même, vous voyez, ou l'être lui-même. D'accord? Bien. Donc, bon, revenons à Bergson, hein, après ce petit détour à nouveau par Saussure. Donc, pour Bergson, parler, finalement, parler, c'est coller des étiquettes sur les êtres et les choses. Et autre idée, pour Bergson, le langage a une fonction pratique, hein, de repérage des choses qui constituent le monde extérieur et intérieur. Donc en gros, le langage, à l'origine, correspond à un besoin social, peut-être même vital, hein. Voilà. L'homme aurait inventé le langage pour des raisons très pratiques, pratico-pratiques. Vous voyez, on a eu besoin de cet outil pour communiquer, etc., se faire comprendre. Mais, et là, vous allez voir à nouveau que ça devient plus complexe, et vous allez voir à nouveau toute la subtilité de la pensée de Bergson. Euh, Bergson nous dit, ça c'est une thèse fondamentale chez lui, hein, il nous dit que on ne peut pas en revanche, affirmer que euh, le monde extérieur, le réel, hein, le monde extérieur et le monde intérieur, qui est tout aussi réel, hein, eh bien, on ne peut pas affirmer que le monde extérieur et le monde intérieur correspondent parfaitement à ce qu'en disent les mots. Vous voyez? Parce que les mots, ce sont des étiquettes qui sont collées comme ça, de manière conventionnelle sur les choses et les êtres. Mais le monde lui-même, la vie elle-même, la vie, et là c'est très bergsonien cette idée, la vie dans son flux ininterrompu, dans son devenir ininterrompu, vous voyez, dans son foisonnement aussi, ça aussi c'est très bergsonien. La vie telle qu'elle est réellement. Prenez l'image, d'ailleurs il apprend cette image lui-même, Bergson, l'image d'un fleuve, vous voyez, le fleuve ça coule, hein, et essayez d'arrêter le fleuve, hein, euh, poser une étiquette sur le fleuve, l'étiquette va partir, va disparaître, vous voyez. Donc on ne peut pas fixer, si vous voulez, l'être, la vie, le monde, les sentiments aussi, nos émotions, hein. Ça bouge tout le temps, c'est un flux ininterrompu. Et donc, pour Bergson, le langage, les mots, certes, nous sont très utiles, et tentent tant bien que mal de décrire ce que nous ressentons et ce que nous percevons, hein, ce que nous ressentons à l'intérieur et ce que nous percevons à l'extérieur, mais bien souvent, et cela expliquerait d'ailleurs nos difficultés parfois à décrire à la fois le monde extérieur ou bien le monde intérieur, la vie intérieure, eh bien, en réalité, les mots sont impuissants parfois à décrire ce flux de l'existence, ce flux de la vie, la complexité aussi du monde tel qu'il est réellement. Voyez. Donc, vous voyez, c'est ça l'intérêt de la pensée de Bergson, c'est qu'en dissociant la pensée et le langage, euh, eh bien, Bergson va jusqu'à dire que oui, en un sens,
il y a de la pensée qui peut difficilement s'exprimer parce que les mots, parfois, sont impuissants à exprimer ce que l'on ressent. Hein. Alors justement, euh, c'est pour cette raison d'ailleurs que Bergson s'est intéressé à l'art. Hein. Alors j'ai donné un texte à expliquer là en DM, il y a quelques élèves parmi vous qui l'ont expliqué, un texte de Bergson sur l'art. Et dans ce texte, on avait déjà cette idée que l'artiste, il parle de grands peintres, hein, qui sont capables de pas seulement d'imiter le réel, mais de nous donner une perception subjective du réel. Donc, un talent propre à l'artiste qui nous permettrait d'aller au-delà de ce que nous pouvons dire sur le monde et ce qui nous permettent aussi d'aller au-delà de ce que nous pouvons dire sur ce que nous ressentons intérieurement. C'est tout l'intérêt donc des artistes. Alors, par exemple, les romanciers. Alors, Bergson nous dit, je vous cite, hein, je vous lis la citation qui est dans le cours que je vais vous envoyer, nous jugeons du talent d'un romancier à la puissance avec laquelle il tire du domaine public où le langage les a fait descendre, vous voyez, où le langage les a fait descendre, des sentiments et des idées auxquels il essaie de rendre, par une multiplicité de détails qui se juxtaposent, leur primitive et vivante individualité. Vous voyez? Donc, si vous voulez, tout le travail du romancier, c'est d'essayer de dire ce que le langage ordinaire, le langage de tout le monde, est bien incapable de dire. Vous voyez? Donc c'est bien la preuve que il faut tout le talent d'un romancier pour essayer d'approcher au plus près eh bien, toute cette subtilité du vivant, vous voyez, toute cette subtilité de la vie, du vivant qui est dans ce flux perpétuel et qu'on peut difficilement étiqueter avec des mots. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est très intéressant, cette pensée de Bergson. Hein. Vous voyez, ça expliquerait d'ailleurs pourquoi nous aimons tant les artistes. Hein. Les artistes seraient là précisément pour tenter de dire ce qui nous paraît indicible, ineffable, ou d'exprimer ce qui nous paraît inexprimable. Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant avec la pensée de Bergson. Mais, allons plus loin. Bon, est-ce qu'il y a de l'ineffable? Hein, vous voyez? Est-ce qu'il y a de l'indicible finalement? Parce qu'on vient de dire qu'avec Bergson que les artistes parviennent tant bien que mal à dire ce qui nous paraît indicible, mais peut-être qu'il y a réellement de l'ineffable, de l'indicible, et qu'on ne pourra jamais dire c'est ineffable. Hein. Alors, est-ce que c'est, est-ce qu'il y a de l'ineffable ou est-ce que c'est Hegel qui a raison? Hein, de penser que l'ineffable, ce n'est jamais que de la pensée obscure. Vous savez, Hegel dit dans la préface de son livre Philosophie du droit, il dit, je vous le cite, la citation est dans le cours que je vais vous envoyer, tout ce qui est rationnel est réel et tout ce qui est réel est rationnel. Vous voyez? Donc, c'est pour ça qu'il considère que finalement, l'homme peut dire le réel sans reste. Il n'y aura pas d'ineffable au bout du compte, puisque je vous rappelle hein, que ce fameux concept de logos chez les Grecs, le logos, d'ailleurs c'est intéressant parce que logos c'est à la fois la raison et en un sens le langage, le verbe. Hein. Rappelez-vous, je vous ai parlé récemment de- du tout début, la première phrase de l'évangile de Jean, hein, au commencement était le verbe. Et c'est un texte qui a été écrit en grec, et le mot pour verbe, c'est le mot logos. D'accord? Donc, vous voyez, la raison, le verbe, on est dans cette conception des choses. Hein. Si vous voulez, le langage, et je vous parlais d'Adam au tout début de ce cours, vous voyez, la boucle est bouclée. Le langage est là pour dire le réel, parce que le langage participe du réel. C'est le logos.
Hein. Vous voyez, c'est les deux facettes. La raison, c'est la pensée, et le logos, c'est le langage. Vous voyez, le verbe, la pensée, en un sens, c'est la même chose. Vous voyez, déjà dans la Bible, et donc pour Hegel, c'est le cas. Alors, bon, est-ce que c'est Hegel qui a raison? Donc, il n'y aurait pas au bout du compte de l'ineffable, tout pourrait être dit par le logos, par le langage. Ou bien, euh, peut-on dire, avec Bergson, que le langage euh, est parfois un moule inadéquat pour recevoir le réel ou pour percevoir le plus complètement possible le réel. Alors, et c'est vrai qu'on peut envisager, enfin, on peut proposer cette thèse, cette idée à ce moment du cours et considérer qu'il y a peut-être effectivement des dimensions du réel qui relèvent de l'ineffable. Hein. Euh, alors, justement, pour aborder cette dernière question, ça correspond donc à la troisième partie du cours. Les limites du langage correspondent aux limites de la pensée. Et alors pour ce faire, on va passer par une pensée encore très subtile de Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein, philosophe d'origine autrichienne du XXe siècle, euh, j'en ai déjà parlé de ce livre, hein, qui a un titre un peu ronflant, le Tractatus Logico-Philosophicus. Bon, on va dire Tractatus, hein, pour faire vite. Alors, dans ce livre, le Tractatus, Wittgenstein a essayé de décrire le fonctionnement du langage humain. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Très rapidement. Il nous dit que la fonction du langage est de reproduire la réalité. Hein. Euh, alors, les propositions qui forment le langage sont autant de tableaux de la réalité, ou images, build, hein, le terme qu'il emploie. Donc, des tableaux de la réalité. Alors, je vous le cite, hein, Wittgenstein, dans le Tractatus. La proposition, alors qu'est-ce que c'est que la proposition? C'est une phrase, hein, sujet, verbe, complément. Une proposition, c'est ça. Hein. La proposition est une image de la réalité. Hein. Par exemple, je veux dire, cet ordinateur en face de moi est posé sur mon bureau. Vous voyez, cet ordinateur est posé sur mon bureau. Eh bien, cette phrase, c'est une proposition. Hein. Donc, la proposition est une image de la réalité. La proposition est une transposition de la réalité telle que nous la pensons. Bon, cette transposition, Wittgenstein l'appelle la loi de la projection. Vous voyez, c'est une projection. Les phrases qu'on prononce, les propositions qu'on prononce sont des tableaux ou des images de la réalité. Et donc, ça correspond à ce qu'il appelle la loi de projection. Bien. Donc, on peut dire que le langage transcrit la logique de la réalité. C'est pourquoi d'ailleurs le langage a une structure logique, parce que la structure logique du langage, selon Wittgenstein, correspond parfaitement à la structure logique du monde. C'est parce que le monde lui-même obéit à une logique que notre langage obéit à une logique. Vous voyez l'idée? Alors je vous cite à nouveau Wittgenstein. Le fait que les éléments du tableau ont des rapports déterminés les uns avec les autres, le tableau, donc, c'est la proposition, la phrase qui décrit la réalité, hein, tient à ce que les choses de la réalité se comportent de la même manière les unes vis-à-vis des autres. Cette connexion des éléments du tableau, nous la nommerons sa structure. Et la possibilité de la structure, la forme logique de la proposition. D'accord? Voilà. Alors, vous voyez, donc c'est très intéressant. Alors, d'ailleurs, Wittgenstein dit dans le Tractatus qu'il a eu ce. Oui, c'est dans le Tractatus, il me semble, oui. Enfin, ça fait longtemps que j'ai lu ce livre, hein, mais de mémoire. Il dit qu'il a eu cette idée de la loi de projection
Elle lui est venue un jour où il lisait le journal dans lequel on relatait un accident de voiture. Et dans ce journal, il y avait le schéma décrivant l'accident. Vous savez exactement comme quand on a un accident, hélas, réel, et qu'on doit faire un constat, et ben vous savez, vous savez peut-être pas encore, je ne sais pas si vous conduisez déjà, j'espère que vous n'avez pas eu encore d'accident, je vous le souhaite, et que vous n'en aurez jamais. Enfin bon, ça peut arriver, hélas, moi j'ai déjà eu, hélas, à faire des constats. Eh bien, vous devez décrire, faire un schéma, c'est très schématique, c'est le cas de le dire, hein, un schéma de l'accident, hein, pour que les assureurs comprennent exactement ce qui s'est passé, où était positionnée votre voiture, où était positionnée la voiture ou le camion, ce qui est pire, qui était, qui, qui était en face de vous. Bref, bon, je ris, mais c'est pas très drôle. Alors, donc, voilà. Donc, en fait, Wittgenstein nous dit qu'il a eu l'idée de cette loi de la projection en voyant cela dans un journal, hein, le schéma d'un accident. Il se dit, bah voilà, en fait, le langage, c'est ça. Parler, c'est quoi? C'est décrire des scènes de la réalité, c'est décrire des événements de la réalité, mais ça peut être tout à fait des événements intérieurs, hein, liés à la vie intérieure, aux émotions, aux sentiments, mais en tout cas, le langage a cette fonction. Le langage a cette fonction de proposer des images, des tableaux de la réalité. Ah, vous voyez d'ailleurs le lien avec les artistes, hein. Les artistes aussi présentent des tableaux euh, de la réalité. Ou pas d'ailleurs, ça peut être abstrait, hein. Bon. Euh, donc, oui, et d'ailleurs, l'art abstrait, en un sens, c'est la dimension tout à fait créative de l'art. Alors, on pourrait se poser, j'ouvre une parenthèse, on pourrait se demander dans quelle mesure le langage crée lui-même son propre monde. Je ne parle pas de la mythomanie, hein, je ne parle pas des menteurs qui sont dans leur délire, volontaire ou pas d'ailleurs, parce que la mythomanie c'est une maladie. Mais oui, dans quelle mesure notre langage ne crée-t-il pas un monde qui lui est propre? Voyez. Et ce que nous prenons pour le monde réel décrit par le langage, tel que le langage le décrit, n'est-ce pas plutôt un monde créé par notre langage, par nos mots? Voyez. Et le monde décrit, alors là on revient à Bergson, vous voyez, le monde décrit par nos mots, est-ce le monde réel ou est-ce un monde artificiel? Vous voyez, cette question aussi est intéressante, hein. Bien, alors, ben justement, Wittgenstein va plutôt dans ce sens. Alors, il parle de la nature dépictive du langage. Vous avez le mot dans le cours, vous verrez. Alors, qu'est-ce que c'est que la nature dépictive du langage? Eh ben, c'est juste que ça signifie que le langage propose des images de la réalité. Et en ce sens, Wittgenstein nous dit, je vous le cite, la proposition construit un monde. Vous voyez, on y vient à cette idée de construire un monde, une réalité, hein. Finalement, le monde décrit par le langage, c'est comme un monde parallèle au monde réel. Vous voyez? Alors, et là, on en vient aux fameuses questions de l'objectivité. On a commencé l'année avec cette distinction. Objectivité, subjectivité. Le langage a une dimension éminemment subjective. Alors, on essaye d'être objectif. On passe notre temps à essayer d'être objectif. Quand on cherche à dire la vérité, hein, bien sûr. Mais dans quelle mesure notre langage, ce que l'on dit de nous, de ce qu'on ressent, mais du monde extérieur également, dans quelle mesure tout cela n'est-il pas vraiment totalement subjectif, finalement, hein. Voilà. Alors, donc, vous voyez où ça nous embarque. Donc, je résume, hein, pour Wittgenstein, le langage humain a la propriété de montrer la forme logique de la réalité. Donc, c'est-à-dire dire comment les choses arrivent. D'ailleurs, la première proposition du Tractatus, le Tractatus est fait de propositions numérotées, hein. La proposition 1, la première proposition du Tractatus, c'est la suivante.
le monde est tout ce qui arrive. C'est un peu mystérieux comme phrase, mais ça paraît très juste. Le monde, c'est tout ce qui arrive, c'est-à-dire tout ce qui, tout ce qui est, tout ce qui arrive. Hein. Bien, donc, avec sa logique propre. Donc, vous voyez, la- le langage est là pour montrer cette logique de la réalité, dire comment les choses arrivent, comment elles fonctionnent, si vous préférez. Et alors, on va retrouver ici une distinction dont je vous ai souvent parlé dans mes cours, la distinction entre le comment et le pourquoi. Parce que le langage, selon Wittgenstein, est là pour décrire, donner des images du comment du monde, décrire le comment du monde. Vous voyez? Mais pas son pourquoi. Vous voyez? Vous savez, vous vous rappelez, avec Aristote, on a vu que le comment, hein, répondre à la question comment. Comment est apparu l'univers, comment fonctionne le vivant, etc. Le comment, c'est la physique qui répond à ces questions, hein, la physique, donc les sciences physiques, les sciences de la nature. Hein, je vous renvoie au cours sur la science. Tandis que le pourquoi ultime des choses, hein, rappelez-vous la fameuse question métaphysique de Leibniz, hein, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Là, c'est la métaphysique qui est chargée de répondre à cette question. D'accord? Euh, donc, eh bien, Wittgenstein reprend un peu cette distinction et il nous dit, mais finalement, la question du pourquoi, c'est pas, le langage ne peut pas dire grand-chose en termes de description, hein, parce que le langage descriptif ne peut pas parler, par exemple, ne peut pas décrire ce qu'il en est de l'éthique, par exemple, et même de l'esthétique. Hein. Wittgenstein associe éthique et esthétique. Alors, pour être plus clair, je vais vous citer Wittgenstein, toujours dans le Tractatus. Hein. Wittgenstein nous dit, le monde n'est en lui-même ni bien ni mauvais. Le bien et le mal n'apparaissent que par le sujet. Et le sujet n'appartient pas au monde, mais est une frontière du monde. C'est très beau ça. Chaque sujet humain est une frontière du monde, voyez, comme un point à partir duquel on perçoit le monde. Alors, et là, je vous renvoie à un philosophe qu'on a étudié au tout début d'année dans le cours sur la conscience, Edmund Husserl, vous savez, hein, le père fondateur de la phénoménologie. Et je vous avais parlé d'un concept clé chez Husserl, c'est le concept d'ego transcendantal ou ego pur. Eh bien, c'est exactement ce que pense Husserl, hein, également. C'est l'ego transcendantal ou l'ego pur euh, qui est au fondement des valeurs éthiques. Vous voyez. Les valeurs éthiques, le bien, le mal, on ne les trouve pas dans le monde, on les projette sur le monde. Vous voyez. C'est-à-dire, ce ne sont pas des phénomènes qu'on pourrait décrire, le bien, le mal. Ce sont des jugements que l'on porte sur le monde. Vous voyez? Donc, et là, d'ailleurs, j'attire votre attention sur la distinction très importante en philosophie entre jugement de fait et jugement de valeur. Un fait est un fait. Un fait en lui-même n'est ni bon ni mauvais. Vous voyez? Mais, d'ailleurs, ni beau ni laid. Si on considère que la beauté et la laideur sont très subjectives, vous voyez. Mais donc un fait en lui-même n'est ni bon ni mauvais, mais par contre on peut plaquer sur un acte, par exemple, un comportement, eh bien ces valeurs-là. D'accord? Bien, donc c'est pour cette raison qu'on pourrait dire que pour Wittgenstein, l'éthique, donc les valeurs du bien et du mal, etc., eh bien, l'éthique se situe en dehors du monde descriptible par le langage. Vous voyez? L'éthique relève du pourquoi et non pas du comment. Vous voyez. Elle ne relève pas ces valeurs, les valeurs de l'éthique, elle ne relève pas de la logique du monde. Vous voyez. C'est intéressant ça. Hein. Alors, euh, donc,
bon, je vous passe parce que bon, j'entre un peu plus dans la complexité de la pensée de Wittgenstein dans le cours. Je vous laisse découvrir ça dans le cours rédigé. Mais il y a, si vous voulez, une deuxième période dans la carrière philosophique de Wittgenstein. Donc, il y a le Tractatus. Alors, vous avez compris, hein, fonction descriptive, dépictive du langage, hein. Donc, le langage est là pour proposer des images, des tableaux de la réalité, pour montrer la structure logique aussi du réel, du monde, d'accord? Mais la deuxième théorie du langage de Wittgenstein, elle apparaît dans un autre livre postérieur au Tractatus qui s'intitule Recherche philosophique au pluriel. Et c'est dans ce livre qu'intervient un nouveau concept chez Wittgenstein, une nouvelle notion, c'est la notion des jeux de langage. Les jeux de langage. Alors qu'est-ce que c'est que les jeux de langage? Euh, Si vous voulez, Wittgenstein a évolué. Au départ, il considérait que le langage était là juste pour décrire le monde, proposer des tableaux, des images du monde. Et puis finalement, il s'est rendu compte que nous, humains, nous avons l'habitude, il y a la notion d'habitus, hein, en fait, hein, aristotélicienne, l'habitus, c'est-à-dire l'habitude de, hein, dans certains comportements. Eh bien, nous avons l'habitude d'utiliser des jeux de langage. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de langage? Eh bien, un jeu de langage, si vous voulez, c'est une façon de s'exprimer, une façon d'échanger qui est propre, par exemple, à un certain environnement, ou à une certaine catégorie professionnelle, ou à certains pays, une certaine région du monde, à une certaine époque également, etc. Vous voyez, donc, si vous voulez, la, la- la- la faculté du langage, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste décrire des phénomènes, tout ce qui arrive dans le monde, c'est aussi jouer avec les mots, c'est aussi avoir des manières de parler qui sont différentes en fonction des époques, en fonction des environnements, etc. Et alors, Wittgenstein nous dit que ce qui compte pour pouvoir communiquer et se comprendre, ce qui compte, c'est de partager le même jeu de langage. Alors, exemple, moi je reconnais par exemple qu'en philosophie, on a en quelque sorte un jeu de langage proprement philosophique. Eh oui, eh oui, hein, il y a une manière de parler philosophique. Alors d'ailleurs, c'est si vrai que certains élèves croient très naïvement que plus leurs dissertations sont compliquées, plus leurs phrases sont alambiquées et compliquées, plus ça fera philosophique. Vous voyez? Alors, c'est une très mauvaise compréhension du jeu de langage philosophique parce qu'il ne s'agit pas de baragouiner, de faire compliqué pour faire compliqué. C'est pas un exercice purement formel. C'est juste que la pensée philosophique utilise les mots d'une certaine manière. Parce que, si vous voulez, il n'y a que de cette manière-là que l'on peut parvenir à penser philosophiquement, à conceptualiser. Vous voyez? Euh, bon. Donc, clairement, nous obéissons, nous philosophes, à un certain jeu de langage. Hein, c'est pour ça que certains profanes qui ne philosophent pas, qui ne lisent jamais de philosophie et qui ne sont pas habitués à la philosophie, bah parfois quand ils vont entendre des philosophes parler, ils vont avoir l'impression que c'est du charabia, que c'est de l'hébreu. Ils ne vont pas comprendre forcément ce qu'ils entendent, vous voyez. Donc voilà, il y a des jeux de langage propres, donc encore une fois, des professions, des environnements. Et ça, cette théorie, elle est intéressante, hein, euh, chez Wittgenstein. Bon. Euh, et puis, dernière idée, alors là, c'est pas Wittgenstein, c'est un auteur, un linguiste qui s'appelle Austin, qui a écrit un livre très célèbre hein, qui s'intitule Quand dire c'est faire. Et là, ça renvoie au pouvoir euh, performatif de la parole, hein, la fonction performative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parler, c'est aussi agir, hein. Parler, c'est agir. Le
le lien entre la parole et l'action. Euh, bon, euh, donc vous voyez, c'est juste pour je termine avec cette idée que, vous voyez, il y a différentes définitions possibles du langage, hein. On en a vu plusieurs. On a vu aussi différentes conceptions du langage, hein. Euh, chez, chez Hegel, le langage peut décrire tout le réel parce que le langage c'est la raison. Vous voyez, chez Bergson, le langage a ses limites parce que finalement le langage c'est un ensemble d'étiquettes et les étiquettes que sont les mots ne correspondent pas forcément à ce qu'elles indiquent. Vous voyez, il peut y avoir un décalage total entre ce qui est dit et ce qui est. D'accord? Vous voyez? Ensuite, avec Wittgenstein, on a vu que, au départ, il considérait que la seule fonction du langage, c'était de décrire le monde, de proposer des tableaux, des images du monde, et puis il s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas aussi simple. Il y a, il y a beaucoup de jeux dans le langage. On joue avec les mots. On parle différemment selon les classes sociales, selon les professions, selon les pays, selon les environnements. Tiens, je repense à une citation de Michel Foucault, un grand philosophe français du XXe siècle. Dans son livre Les mots et les choses, Foucault nous dit la pensée a un pli grammatical. Vous voyez, la pensée a un pli grammatical. Ça aussi, c'est très intéressant parce que c'est vrai que pour penser, je dois obéir à une grammaire, en l'occurrence la grammaire française. Je ne peux pas penser n'importe comment, il y a des règles à respecter. Donc vous voyez, ma pensée passe nécessairement par le moule de la grammaire, de la syntaxe. Vous voyez? Alors, suis-je si libre que cela dans ma pensée? Vous voyez? Si ma pensée est limitée, réglée, cadrée par une grammaire. Vous voyez? Autre chose, en fonction de la langue qui est mienne, peut-être que je vais penser différemment. Peut-être qu'un Chinois va penser différemment d'un Français ou d'un Anglais ou que sais-je, parce que il y aurait un lien entre la langue parlée et la pensée, hein. Eh bien oui, parce que chaque langue propose son propre vocabulaire, sa propre grammaire, et donc, si on considère comme Michel Foucault que la pensée a un pli grammatical, eh bien, la grammaire chinoise n'étant pas comme la grammaire française, bah, du coup, la pensée chinoise sera peut-être différente de la pensée française. Vous voyez, peut-être que les pensées la pensée selon les pays euh, où elle se vit, où elle s'exerce, eh bien, sera différente, puisque les outils qui permettent cette pensée, en l'occurrence la grammaire, les mots, le vocabulaire, ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Donc, on s'interroge ici sur le déterminisme par rapport à la pensée, c'est-à-dire peut-être que la langue apprise, la langue parlée, m'oblige en un sens à penser de telle et telle manière, hein. Vous voyez, donc là aussi on se questionne sur la notion de liberté. Dans quelle mesure la grammaire, le vocabulaire limite le champ de la pensée. Et alors à ce moment-là, après on renverse la perspective et on se dit, mais non, en fait, la pensée est première, donc Bergson, vous voyez, la pensée est première, et finalement la pensée, eh bien, grâce aux romanciers, vous savez que les romanciers ont un grand rôle dans la progression de la langue. Euh, eh bien, grâce aux romanciers, grâce aux écrivains, grâce aux artistes, eh bien, si vous voulez, la pensée va inventer de nouveaux mots, va faire évoluer la langue, va faire évoluer la langue, et donc finalement, on pourrait conclure que la pensée garde quand même une certaine liberté, une certaine souveraineté par rapport à la langue. Que la langue serait un instrument au service de la pensée qui pourrait justement évoluer pour servir au mieux cette pensée. Vous voyez, euh, ce point est intéressant. Alors, dernière idée, je terminerai le cours avec ça. Euh, la philosophie du langage de Wittgenstein, alors je reviens au Tractatus, elle débouche sur une sorte de mystique apophatique. Alors, je vous ai déjà parlé en cours
de la théologie négative. Vous savez, qu'est-ce que c'est que la théologie négative? C'est la théologie qui considère que on ne peut rencontrer réellement Dieu qu'en affirmant ce qu'il n'est pas. Vous voyez. Euh, Parce que Dieu est ineffable, Dieu est indicible. On ne peut rien dire de parfaitement vrai sur Dieu, en fait. Vous voyez. Et on ne peut rencontrer Dieu que dans un silence contemplatif. Apophatique, c'est-à-dire sans parole. Apophatique, c'est-à-dire sans parole. Vous voyez, on ne peut rencontrer Dieu que dans le silence. Alors, vous voyez, je ne vous ai pas beaucoup parlé de silence. D'ailleurs, j'ai été très bavard depuis le début de ce cours. Et on a beaucoup de mal, nous, philosophes, avec le silence, hein. Mais, vertu du silence, vertu du silence. Vous connaissez tous ce dicton, cette sagesse qui dit hein, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Hein, vous voyez. Bon, est-ce que je vais me taire là? Oui, je vais bientôt me taire, rassurez-vous, chers élèves. C'est bientôt fini ce cours. Mais, si vous voulez, euh, il y a, euh, il y a cette idée chez Wittgenstein, je vais vous le citer. C'est très beau d'ailleurs ce qu'il dit à la fin du Tractatus. Il dit la chose suivante. Il y a à coup sûr de l'inexprimable. Celui-ci se montre, il est le mystique. Et puis un peu plus loin, le mystique, ce n'est pas comment est le monde, mais le fait qu'il soit. Vous voyez. C'est beau ça, hein. C'est pas comment le monde se déroule sous nos yeux, comment ça n'a rien de mystique ça, hein, bon, mais le fait que le monde soit. Vous voyez la fameuse question de Leibniz, hein, pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Le fait que le monde soit. On pourrait presque parler, pourquoi pas, d'une espèce de miracle, hein. Voilà, bref. Donc, et il termine, c'est la dernière proposition. Alors c'est intéressant parce que la première proposition, c'est cette phrase le monde est tout ce qui arrive, et la dernière proposition du Tractatus, c'est la phrase suivante sur ce dont on ne peut parler, il faut garder le silence. C'est très beau ça, hein. Donc ça veut dire que, euh, en gros, pour Wittgenstein, tous ces discours métaphysiques, tous ces livres, ces sommes théologiques, hein, on pense à Thomas d'Aquin, tous ces livres prétendant nous parler de Dieu, nous dire comment Dieu est, pourquoi le monde il est comme ça, etc. Le fameux pourquoi, hein, la raison première du monde, etc. On pense aux livres d'Aristote aussi, métaphysiques. Eh bien, en fait, pour Wittgenstein, tout ça, c'est du blabla, si vous voulez, parce qu'en réalité, on a beau essayer de dire l'indicible, ben, par définition, ce qui est indicible est indicible. On ne pourra jamais le dire, parce que ça dépasse nos capacités d'expression verbale. Vous voyez. Il y a de l'ineffable, il y a de l'inexprimable, et il faut l'accepter. Dans le silence, vous voyez, dans le silence. Et d'ailleurs, alors, je pense aux grands philosophes, pardon, aux grands théologiens négatifs. Je pense à Maître Eckhart, bien sûr. Je vous ai parlé de Nicolas de Couz aussi, dans son fameux livre La docte ignorance, un très bel oxymore, la docte ignorance. Justement, docte ignorance, vous voyez, accepter de ne pas pouvoir dire des choses vraies sur Dieu, hein, de ne pas pouvoir tenir des discours vrais, véridiques sur Dieu, accepter donc le silence finalement, accepter de ne pas pouvoir parler de ce qu'il y a de plus essentiel, et précisément, c'est à partir de cette acceptation de cette ignorance qu'on va arriver à la plus grande des sagesses, docte, ignorance, vous voyez. Et donc, voilà, vertu du silence, pour peut-être s'approcher de ce qu'il y a de plus essentiel, d'où d'ailleurs peut-être ce grand développement à notre époque de la méditation. Vous savez que la méditation a de plus en plus le vent en poupe, il y a de plus en plus de gens qui pratiquent la méditation, sans forcément être bouddhistes d'ailleurs, hein. C'est vrai que les bouddhistes pratiquent quotidiennement la méditation, mais la méditation, c'est quoi? On l'a d'ailleurs, vous vous souvenez, on l'a expérimenté au début
de quelques cours, hein, et vous avez beaucoup apprécié, je crois, ces moments de silence en début de cours. Je vous demandais de fermer les yeux, de poser vos mains sur vos tables et de faire silence. Eh bien, voilà, pas besoin d'être bouddhiste pour pratiquer la méditation. Et qu'est-ce que ça permet, la méditation? Bah, ça permet peut-être de se recentrer sur ce qu'il y a de plus essentiel en nous. Alors que si on s'agite dans tous les sens et si on parle, on parle, on parle, on parle, bah peut-être que précisément nos paroles excessives, notre agitation excessive ne nous permettra jamais de contacter en nous, de rencontrer en nous, d'accueillir en nous ce qu'il y a de plus essentiel. Donc, ce qu'il y a de plus essentiel se découvre peut-être dans le plus grand des silences. D'où d'ailleurs les retraites spirituelles. Vous savez, il y a beaucoup de... Dans toutes les grandes spiritualités, on préconise de s'isoler. Parfois, les gens s'isolent dans des grottes, dans des cellules aussi, hein, dans des monastères, etc., pour aller vers l'essentiel dans le silence. C'est bien de terminer ce cours sur le langage avec une réflexion sur le silence, n'est-ce pas? Et puis, dernière idée. Alors oui, le langage a ses limites. Il y a probablement de l'indicible, voire des choses qui sont très difficiles à dire avec des mots. Et du coup, ça expliquerait, c'est un peu l'idée de Bergson qu'on a vu tout à l'heure, ça expliquerait pourquoi la poésie. La poésie, pourquoi les mythes aussi, hein? Peut-être que la poésie, c'est une autre manière d'approcher le réel, mais qui ne serait pas dans la description objective du réel, mais une manière plus imagée. Je pense à un grand philosophe, Paul Ricoeur, dans son livre La métaphore vive. Vous voyez, Ricoeur a écrit sur la vertu de la métaphore. Vous voyez, donc l'image, une métaphore, c'est une image, hein. Donc, vertu de l'image, vertu de la poésie, qui est pleine de métaphores, vertu des mythes aussi. Des mythes, ça ne correspond pas à des choses réelles, en tout cas des choses concrètes, des choses que l'on peut percevoir, des choses tangibles, mais ça a du sens. Vous voyez, je l'ai déjà dit, hein. Le mythe d'Adam et Ève, bon, ok, c'est un mythe, donc c'est symbolique, hein, c'est pas scientifique, mais ça ne veut pas dire que ça n'a aucune valeur, ça a du sens. Et donc, c'est peut-être pour cette raison que les poètes et puis les grands livres sacrés passent par les mythes, les métaphores, pour essayer de s'approcher de ce qu'il y a de plus essentiel pour nous humains. Voilà. Donc, bah, moi, je crois que j'ai assez parlé. Alors maintenant, je vais faire silence et je vous laisse méditer ce cours sur le langage. Merci de m'avoir écouté.